Nouvelle année, nouvelles perspectives, nouveaux projets et nouveaux défis aussi. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité du week-end. C'est le tout premier pour cette année 2022 et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le directeur général de l'ANSER. C'est une personnalité que vous connaissez parce que nous l'avons déjà reçu une fois. Et avec lui, nous allons essayer de parler du développement à la base des 145 territoires, mais aussi les défis qu'attend son agence qui s'appelle ANSER. Donc avec lui, nous allons débattre de toutes ces questions. Monsieur Idesbal Chinamoula, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes en très bonne santé, je le vois. Oui, merci, gloire à Dieu. Je suis content de vous recevoir. Je pense que je suis le premier journaliste qui vous reçoit cette année parce que très souvent vous êtes assez discret, vous aimez beaucoup plus travailler comme un héros dans l'ombre. Donc c'est un honneur quand même pour moi. Merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez bien dit, je n'aime pas beaucoup les médias pour l'instant. En tout cas, les Congolais n'ont plus besoin des discours, ils ont besoin des actions. Donc nous pensons pouvoir communiquer autour des actions que nous faisons plutôt que des faire des discours. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup les médias. Comment se porte l'ANSER? L'ANSER se porte très très bien. Cette année particulièrement, c'est une année décisive pour nous. Nous l'avons commencé très tôt cette année, on l'a démarré très tôt. Donc déjà, pour une petite histoire, le 1er janvier, on a passé le nouvel an dans une bourgade quelque part, dans un village en tout cas. On était très très loin sur le terrain. Nous étions dans la suite donc, de la tournée du chef de l'État dans le Kasaï, la Noël, la Bonne Année. Et donc le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, on y était déjà dans pleines séances de travail intenses. Et donc vraiment, nous, on a pris cette année à bras le corps et très tôt, nous avons démarré l'année. C'est déjà le mois de janvier qui est fini. Donc quand vous dites que vous avez démarré avec des actions, bon, on va y arriver tout à l'heure, mais il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, vous avez, non, c'est cette semaine d'ailleurs, vous avez organisé une table ronde. De quoi s'agissait-il exactement? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette table ronde? Oui, la table ronde, c'était un moment de dialogue. Pour nous, c'est important, d'autant plus que nous sommes en train d'arriver sur le terrain. Ça fait une année, quand même, quelques 15 mois qu'on est opérationnel. Nous avons pris du temps, suffisamment du temps pour comprendre les contextes, pour faire notre diagnostic, mais surtout pour préparer les plans locaux d'électrification. Et donc ça, c'est des outils de cadrage qui nous permettent de passer à l'action. Avant d'aller plus loin, les diagnostics a donné quoi? Les diagnostics a donné la situation que nous connaissons, des grands projets qui datent de plusieurs, en tout cas années, au moins 10 ans, 12 ans, nous les connaissons. Tous ces projets-là dont on nous parlait déjà depuis, mais qui ne livrent toujours pas le moindre kilowattheure. Donc jusqu'à présent, ça ne livre toujours pas. Les diagnostics nous ont montré qu'on est toujours resté dans cette logique des grands projets qui peinent à le délivrer. On est toujours resté dans des accords, au sein des accords, des engagements. Mais entre les accords, les promesses et la concrétisation, ça prend aussi beaucoup de temps. Le diagnostic a démontré aussi que la situation n'est guère reluisante sur le terrain. Donc la situation s'empire davantage. Les retards qu'on accumule amènent les gens, poussent la population à aller vraiment à l'extrême. Situation de pauvreté qui devient de plus en plus extrême. Donc le diagnostic a démontré aussi qu'on reste polarisé. Les opérateurs restent toujours restent dans leur zone de confort en fait. Ils sont dans des zones que nous connaissons depuis longtemps, ça ne bouge pas beaucoup malgré la libéralisation du secteur. Donc le diagnostic finalement recommande que nous puissions pousser. On a libéralisé le secteur, mais ça ne suffit pas. Il faut encore booster, il faut pousser, il faut que l'État continue à jouer son rôle de driver, vraiment de canaliser les interventions du secteur privé, particulièrement au centre du pays, toute la région du Kasaï, l'Équateur, l'oriental, c'est des zones où il n'y a pas assez d'opérateurs, donc il faut vraiment qu'on pousse pour que nous puissions. Et ça, ce sont des questions qui ont été abordées lors de cette table ronde, j'espère. Oui, bien sûr. La table ronde, c'était pour se faire connaître aussi l'action des lanceurs, pour communiquer aussi sur ce que nous sommes en train de faire, le cas des coordinations, rassurer les partenaires que la réforme marche, que la réforme est en cours et que le gouvernement est conscient de ses responsabilités et prend à bras le corps les défis dans lesquels nous sommes. Donc on devait communiquer, rassurer les partenaires que les choses sont en train de changer, sont en train de bouger et aussi leur montrer le travail que nous sommes en train de réaliser. Et je pense que ça a été une très bonne chose. Et quelles ont été les grandes résolutions de cette table ronde? Oui, les grandes résolutions, je vois tous les médias titres sur les 120 millions de dollars mobilisés, ça c'est une très bonne chose.
Mais au-delà de ça, je pense pour moi, un des résultats clés de cette table ronde, c'est la confiance que les partenaires ont vis-à-vis du gouvernement congolais. Je crois que les partenaires de tous bords, que ce soit les pays sœurs, les pays frères qui nous appuient, que ce soit les secteurs privés, que ce soit les agences multilatérales, Banque mondiale, que nous parlions de la Banque africaine de développement, toutes les autres agences, USAID, FCDO, toutes ces agences de coopération et multilatérales ont repris vraiment confiance au gouvernement, surtout dans les secteurs de l'énergie. Ils ont compris que les choses sont en train de bien avancer, qu'il y a une coordination qui se met en place et qui répond effectivement à l'ampleur des défis qui nous attendent. Et puis l'autre élément très important, c'était la mobilisation de tous ces partenaires, surtout du secteur privé. Parce que si nous voulons changer la donne, il faut impérativement compter sur le secteur privé. C'est lui qui apporte les solutions, c'est le secteur privé qui apporte des ressources. Et il faut effectivement changer ces narratifs des pays, un pays risqué, un pays qu'on présente toujours au mauvais jour, sous les mauvais draps, voilà, il y a ceci, il y a cela au Congo. On voulait quand même communiquer. Et tout ça jette un peu de discrédit sur toutes les perspectives de financement, de mobilisation de financement du secteur privé en RDC. Donc l'idée pour nous, c'était de communiquer aussi qu'il y a des opportunités d'affaires au Congo et que les pays n'est pas aussi sombre, les perspectives pour les pays ne sont pas aussi sombres qu'on les présente par certains médias, que le Congo est en train de se remettre de sa situation difficile et qu'il y a de très bonnes perspectives. Donc je pense que ce message-là est aussi passé parce qu'on a vu vraiment beaucoup de partenaires et certains qui étaient représentés commencer à mettre la RDC sur l'orbite pour dire voilà, il est possible qu'on explore le marché congolais. Et je pense que dans ces secteurs-là, il y a maintenant de plus en plus de visites. Alors que pour beaucoup de pays, pour beaucoup de partenaires, je vais dire, la RDC n'était pas encore ciblée. Ils disaient on va encore attendre 2024, 2025 pour la RDC. Mais je pense qu'il y a des gens qui commencent à venir un peu plus. Mais déjà, quand je vois la manière dont les choses se sont passées lors de ces 2 jours de réflexion, la mobilisation, parce que vous l'avez évoqué vous-même, quel a été le secret de votre mobilisation? Parce que j'ai vu les bailleurs de fonds, j'ai vu les partenaires techniques et financiers qui se sont bousculés pour vraiment manifester leur intérêt à vous accompagner. C'était quoi le mot magique que vous avez utilisé? Merci. Je vais dire que c'est tout ça à la fois. Il y a, c'est vrai, le sérieux, il y a le travail, il y a aussi l'engagement politique. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense même que c'est ça le tout premier élément. On a vu la détermination du chef de l'État, président de la République, d'abord à décider à être le tout premier à capitaliser les fonds Mwinda. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, avec une contribution de 5 millions de dollars et en invitant les gouvernements à soutenir l'ANSER de manière régulière. Et il est revenu régulièrement là-dessus. Il nous a entraînés dans sa suite, dans sa visite sur le terrain et il nous a consultés lorsque nous sommes arrivés à des situations où on sent que les grands projets n'avancent pas et en nous consultant de proposer des choses qui peuvent booster l'accès à l'électricité. Et donc cet engagement, ce soutien politique, cette détermination, déjà pour les partenaires, c'est rassurant. Ensuite, nous nous mettons au travail véritablement. Nous entourons aussi des bonnes personnes, de l'expertise qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons cette chance-là d'être une agence vraiment qui mise sur l'expérience et sur les compétences. Et vraiment, ça, nous pouvons en être aussi fiers. Et donc, nous avons des personnes qui comprennent, qui connaissent bien la RDC et aussi qui sont dévouées par rapport à cette cause. Ces éléments sont des éléments très importants. Ensuite, quand on se met au travail, je pense qu'on a compris aussi l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut montrer que les investissements vont joindre un cadre coordonné. Donc ça, c'est des éléments importants. Et aussi la perspective, avoir une vision. On a une vision claire. Nous supposons que nous sommes là normalement jusqu'en 2030 et que sur cette base de 2030, voici les résultats que nous nous assignons, qu'on nous a assignés politiquement et comment nous répartissons ces résultats-là. Le chef de l'État nous a assigné d'abord des résultats de 30% à l'accès à l'électricité d'ici en 2024, probablement qu'il peut y avoir un glissement jusqu'en 2025. Et nous travaillons pour opérationnaliser ça, pour rendre cette vision concrète. Et donc là, il faut des programmes, il faut un plan d'électrification. Nous avons produit cela. Maintenant, l'ambition de façon globale du gouvernement, c'est d'arriver à 60% d'ici en 2030. Et là aussi, c'est un chiffre, c'est une cible qui est donnée, mais il faut maintenant mettre en place
toute la programmation pour pouvoir y arriver. Et tout ça, nous essayons de travailler, à la fois des outils scientifiques, nous consultons aussi les populations, parce que notre approche en tant qu'ANSER, c'est l'approche locale. Donc on est conscient que pour électrifier ces pays, il faut plutôt y aller de manière fragmentée, c'est-à-dire zone par zone, et avoir plusieurs initiatives selon les contextes de chaque zone. Parce que nous pensons que la planification centralisée dans laquelle nous sommes restés pendant longtemps a montré ses limites. Donc il faut maintenant que ça soit local. Nous savons aussi que localement, ça a des défis importants, ça nécessite des questions logistiques très importantes, ça nécessite des coûts et aussi un temps important. Mais nous avons aussi l'avantage d'avoir déjà des bureaux au niveau de chaque pôle. Nous avons divisé la RDC en 6 pôles. Nous avons nos représentants locaux sur place dans les différents pôles qui consultent aussi les autorités provinciales et qui travaillent avec eux. Et là, sur place, nous avons trouvé qu'il y a des réflexions aussi avancées qu'on capitalise. Donc, on n'a pas réinventé la roue. On a trouvé des projets qui existent, des idées. On a trouvé que les différentes provinces ont leur plan local de développement, plan de développement provincial. Certains ZTD, entités territoriales décentralisées, ont les plans locaux de développement. Tout ça nous permet de renforcer ces dynamiques et de valoriser ce travail-là. C'est en fait ça. Nous venons en rescousse au développement local. Et cette approche, je pense, c'est une approche qui convainc la plupart des partenaires. La RDC est très vaste. C'est 2 345 000 km². C'est un sous-continent. Et on ne peut pas dire que de Kinshasa, vous allez piloter l'électrification de ces pays. Donc cette approche d'être local, localisé, de décentraliser vraiment l'agence, je pense que c'est quelque chose aussi qui a beaucoup joué. Et nous allons le renforcer d'ailleurs. Mais vous avez parlé du secteur privé qui doit être embarqué dans ce que vous faites. Quelle est la perception que ce secteur a aujourd'hui du marché d'électricité en RDC? Oui, le secteur privé est effectivement très conscient qu'il y a un marché qui existe, mais le secteur privé pense aussi que c'est un marché à risque. Le risque du pays est très élevé, parce que déjà sur le plan international, la RDC reste quand même fragile et malheureusement, la communication qui passe n'est pas un très bon narratif. Et heureusement que depuis quelques 2 ans, 3 ans maintenant, sur le plan diplomatique, on construit un nouveau narratif. La RDC est en train de se montrer qu'elle est un pays qui rentre sur le plan international. Nous pensons qu'au niveau des investissements, nous devons aussi y arriver. Parce qu'aujourd'hui, un dollar emprunté pour venir investir à RDC coûte plus cher que ces dollars-là si on l'emprunte pour aller investir dans un autre pays. Donc déjà, les risques pays est très élevé. Oui. Mais il fallait convaincre les entreprises que le gouvernement est en train de mettre en place des incitations pour pouvoir aussi réduire un peu ces risques-là. Les fonds MOIDA, c'est un élément important qui va aider à réduire les risques du côté de la demande, parce qu'on suppose que la demande n'est pas solvable. Mais avec les fonds MOIDA, je pense qu'on peut construire cette demande-là. Il y a l'autre élément de risque, c'est pour les garanties bancaires, comme je le disais, pour accéder à des crédits de long terme. Et là aussi, nous avons négocié avec les partenaires pour mettre des lignes de garanties auprès de certaines banques pour pouvoir permettre aux entreprises d'assurer ce qu'on peut appeler une couverture lorsque les banques qui veulent investir en RDC peuvent accéder à des fonds, à des ressources importantes et venir investir. Et les autres éléments, c'est l'accompagnement de l'État. Il faut construire des bons partenariats publics-privés. Nous mettons à leur disposition des études. Et ça, c'est très important parce que les pays n'avaient pas assez d'études et de l'extérieur, on ne percevait pas grand-chose. Tous les efforts, toute l'intelligence était focalisée sur les gros ouvrages, notamment Inga et peut-être aussi Katende, Zongo. Donc là, nous sommes en train de montrer qu'il y a beaucoup, les marchés vastes et c'est un marché qui est aussi à conquérir, mais aussi communiquer sur les incitations fiscales que le gouvernement met en place dans le cadre du code des investissements. Il y a beaucoup de facilités que le gouvernement met en place, mais qui ne sont pas connues par les secteurs privés, les entrepreneurs. Et donc aussi comment obtenir les concessions, tous ces aspects, nous communiquons là-dessus pour montrer qu'il y a des efforts et nous savons que tout au long de l'année 2022, on va faire davantage parce que nous avons vu comment les entreprises apprennent, comprennent et prennent des décisions, des bonnes décisions, de se déporter maintenant aussi en RDC, de commencer à mettre la RDC dans leur business plan. En tout cas, moi je suis content, vers la fin de l'année 2021, j'ai vu 3 entreprises venir me voir qui disaient peut-être en 2024 qu'elles vont venir en RDC, mais déjà ils disent nous sommes là et j'ai même vu certains
qui déjà se bousculent pour venir conquérir ces marques. Mais est-ce que c'est beaucoup plus les entreprises étrangères ou bien c'est aussi des entreprises congolaises qui sont intéressées à ce secteur? C'est une très bonne question. Pour l'instant, nous faisons une communication vis-à-vis de ces grandes entreprises étrangères qui ont déjà une bonne technologie, qui connaissent les affaires, et parce qu'on a besoin des capitaux aussi au pays. Mais on n'exclut pas les entrepreneurs congolais. Nous faisons aussi une communication envers les Congolais, bien entendu. Et pour nous, c'est même un élément important. Les chefs de l'État ne cessent de nous rappeler qu'il y ait des entrepreneurs congolais. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ministère de l'Industrie. Ces marchés de l'électrification de la RDC, nous ne voulons pas que ça échappe aux Congolais. Donc même si, quand bien même les entreprises étrangères viendraient, ce que nous souhaitons bien entendu, parce que c'est des capitaux importants, mais nous souhaiterons que ça soit qu'elles travaillent avec les entreprises congolaises. Vous savez qu'il y a la loi sur la sous-traitance qui existe aujourd'hui, qui donne ces mandats-là, et ce secteur est un secteur important. Mais nous avons besoin des capacités, il faut construire nos capacités, nous avons besoin de la technologie, il faut effectivement nous approprier la technologie, un transfert de technologie. Le transfert de technologie n'est pas que par ces genres de mécanismes. Les gens qui ont déjà une technologie maîtrisée, qui travaillent avec les Congolais que nous sommes, nos entreprises, et c'est là qu'il peut y avoir fusion et transfert. Nous prenons vraiment cette fusion-là avec les entreprises et les start-up congolaises pour qu'à terme, d'ici peut-être 10 ans, que les Congolais soient vraiment des leaders dans ces marchés pour leur propre pays. Il y a beaucoup à faire. Électrifier 145 territoires, monsieur le directeur général, c'est facile? C'est possible? C'est la partie la plus délicate justement des résultats du travail qui nous attend, je vais dire. Parce que, figurez-vous, le succès de la table ronde, 120 millions de dollars mobilisés, en plus des 70 millions que le gouvernement met en place, c'est déjà une très bonne chose. Ça fait rêver, bien sûr, mais nous sommes conscients que maintenant, il faut traduire tout cela en investissement. Et de l'investissement, permettre aux ménages d'accéder à l'électricité. Ces challenges-là, ça ne se passe pas dans une salle comme on a eu au Pullman. Ça ne se passe pas autour d'une table en dialoguant. Là, ça se passe sur le terrain. Et sur le terrain, nous savons les défis qui nous attendent parce que le pays est vaste, avec les moyens de communication qui ne sont pas tout à fait au point. Et nous savons, déjà pour collecter les données, ça a été un défi immense. Figurez-vous qu'on a utilisé tous les moyens de transport possibles. On a utilisé l'avion, on a utilisé des véhicules, on a utilisé la moto, les vélos, jusqu'aux pirogues, sans oublier qu'on a beaucoup marché à pied. Donc ça nous a déjà, cet exercice-là des collectes de données nous a permis de comprendre que les défis sont immenses. Mais nous allons y arriver. Progressivement, on va y aller. On va commencer par les parties qui soient accessibles. On va aller progressivement. C'est l'approche que nous sommes en train de retenir. Comme cette anecdote que les aînés nous disent toujours, quand on veut manger un éléphant, il faut toujours commencer par les parties les plus tendres. Donc on va commencer par ce qui est possible, faisable. En tout cas, 2022, on veut déjà lancer des signaux forts. Et après 2023, on va encore aller davantage. Mais nous pensons que c'est possible, effectivement, on va y arriver. Ces questions, les plans d'électrification montrent les schémas, comment on va y arriver. Mais les défis logistiques, ça nécessite aussi qu'il y ait des routes, des ponts à construire à certains endroits. Mais comme c'est des approches décentralisées que nous prenons, pas nécessairement de l'infrastructure à construire, ce sont les populations qu'on peut desservir. Parce que nous, notre approche, c'est aussi les processus d'électrification qui passent par aider les ménages d'abord qui sont complètement dans les noirs à être dotés de 2, 3, 4 ampoules déjà et avoir un petit poste radio, avoir une recharge de téléphone. C'est un premier pas. Et ça peut se passer par des systèmes domestiques autonomes qu'on peut déployer. On n'a pas besoin d'infrastructures, c'est seulement arriver là-bas et transférer ça aux ménages. C'est le premier pas. Donc nous pensons que ça c'est possible. Après, au bout d'un certain nombre de temps, lorsque les gens se familiarisent, les besoins augmentent. Ça peut nécessiter la mise en place des mini-réseaux. Et ensuite, ça peut demander maintenant de mettre en place, de connecter ces mini-réseaux, ainsi de suite. Donc c'est l'approche que nous prenons et c'est vers là que nous voulons aller. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que dans votre plan, il est prévu, parce que vous l'évoquez d'ailleurs, il est prévu l'installation par exemple des micro-barrages ou encore l'installation des micro-centrales solaires dans certains villages. Comment avez-vous déjà identifié ces villages qui nécessitent tel type d'énergie, d'autres qui nécessitent tel autre type d'énergie? Effectivement, ça c'est les études. Il y a beaucoup d'études qui ont fait. Vous savez que nous avons déjà un atlas des énergies renouvelables qui identifie les potentiels
en termes de sources d'énergie en République démocratique du Congo. Et l'Atlas révèle qu'il y a des possibilités immenses. Déjà en termes de mini-microcentrales hydroélectriques, l'Atlas planche sur 780 sites. Mais ça date d'il y a maintenant 6 ans. Nous avons reçu des nouvelles révélations. Les missions qui étaient sur terrain ont révélé qu'il y a d'autres sites qui ne sont même pas dans l'Atlas. Donc on peut aujourd'hui parler du double de ce qui a été révélé par l'Atlas des énergies renouvelables. Okay. Nous avons aussi l'avantage de savoir que la technologie a beaucoup évolué aujourd'hui, que ce soit pour les mini-microcentrales hydroélectriques. Il y a des solutions containerisées, comme on dit. Ça veut dire qu'on amène ça directement. Ça ne nécessite pas des ouvrages de génie civil complexes. Vous venez, vous posez les matériels et directement ça peut fonctionner. Aujourd'hui, avec les solaires, il y a eu des améliorations significatives sur l'adoption, la matérialisation des projets photovoltaïques. C'est aujourd'hui nettement amélioré. Donc toutes ces améliorations vont nous permettre probablement d'aller très vite. La grande contrainte, on le sait aussi, pas seulement au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Aujourd'hui, les trafics maritimes posent quand même des problèmes. Il y a quelques contraintes sur le plan international qui font un ralentissement des fret maritimes avec la perturbation que Covid a entraînée dans le monde. Nous sommes conscients que ça pourra jouer comme facteur exogène au-delà des contraintes internes. Mais nous essayons d'anticiper là-dessus, il faut planifier, il faut s'y prendre à temps. C'est ça qu'on essaie de faire pour pouvoir arriver à cela. Alors les menus pour chaque territoire va être constitué, comme on le dit toujours, un peu de la petite hydroélectricité, du solaire. Après, on pourra coupler avec les autres possibilités qui se présentent dans chaque zone. Et à combien revient, par exemple, les micro-centrales de 1 MW ou 2 MW ou 5 MW, par exemple? Ça revient à combien? Oui, ce que vous appelez les petites centrales, moi je trouve ça déjà très grand. 5 MW, quand vous dites une petite centrale de 5 MW, c'est pas facile. Ce n'est pas 5 MW dans les milieux ruraux et périurbains, c'est pas évident qu'on va trouver tout de suite là, résorber, je vais dire trouver la demande qui puisse répondre à ça. Donc nous parlons même des micro-centrales, ça peut même aller jusqu'à 300 kW, 500 kW, 1 méga, c'est déjà bon. 5 mégas, c'est bien. Mais moi, je ne veux pas trop qu'on réfléchisse toujours en termes de mégawatts, parce que c'est assez... ces clichés-là nous amènent toujours à dire, voilà, 5 mégawatts, 10 mégawatts, 20 mégawatts. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Souvenez-vous que Kakobo, là, dans les territoires de Gungu, représente 10,5 mégawatts. Mais ça date de plus de 10 ans maintenant qu'on n'arrive toujours pas à les livrer. Kakobo, là. Mais entre-temps, il y a eu des petits projets que nous avons mis en place lorsque nous étions encore au PNID, des 300 kW, 400 kW, un demi-mégawatt qui marchent et qui ont été livrés très rapidement. Donc les petites centrales, ça coûte relativement bon marché. En moyenne, on parle qu'un mégawatt aujourd'hui, pour son coût de réalisation, c'est 2 à 2,5 millions de dollars. Même si lorsqu'on monte à l'échelle, on peut faire des économies. On peut avoir 1 mégawatt pour 1,5 million de dollars. Mais si c'est vraiment de manière isolée, et ça dépend aussi des questions logistiques comme je l'ai soulevé, là où on va positionner ça, quel est l'état des infrastructures, donc ça peut être plus cher que ça. Donc les coûts vont dépendre beaucoup plus de la question logistique, acheminement, arrivée, selon que la zone est enclavée ou pas. Mais globalement, pour l'acquisition, je crois que les coûts sont plus ou moins naviguent autour de 1,5 à 2 millions de dollars pour 1 mégawatt. Mais nous, encore une fois, j'ai dit que notre focus, c'est rentrer sur les kilowatts, c'est-à-dire en dessous du mégawatt. Et je sais que malheureusement, on va dépenser un peu plus, mais l'avantage qu'on a avec cette perspective, c'est d'avoir des solutions décentralisées, locales, et qui peuvent répondre à la structure du marché. Parce que la demande telle qu'elle se présente en RDC, elle est vraiment disséminée. On a très peu d'endroits où la demande est concentrée. Mais nous savons aussi que, et c'est ça tout l'effort qu'on doit faire, c'est lorsqu'on met en place cette offre, quelle sera la demande pour pouvoir soutenir cette offre. Déjà que les communautés n'ont pas suffisamment de moyens pour... les courants, c'est du luxe, hein, ça c'est vrai. Bon, alors, mais vous allez travailler à la base. Avez-vous pensé utiliser la main-d'œuvre congolaise? Parce que je sais qu'il y a des ingénieurs qui viennent par exemple de Polytechnique, de l'ISTA ou encore d'ailleurs, qui ont la capacité de fabriquer eux-mêmes des microcentrales. Est-ce que vous avez pris ces dimensions en considération? Bien sûr. L'ISTA, c'est les greniers. La plupart des
mini microcentrales hydroélectriques qui existent au pays. Quand on regarde ça, c'est quelques ingénieurs congolais, dont la plupart viennent de l'ISTA, qui ont monté ça. Et moi, j'ai toujours pensé personnellement que les meilleurs ingénieurs de l'Afrique en termes de mini microcentrales devaient être des Congolais. Ça, c'est ma conviction. Parce que nous avons un potentiel immense. Les potentiels que nous avons, nulle part au monde on peut trouver ça. Donc c'est un domaine dans lequel on devra davantage investir. Mais pour investir ça, on n'a pas besoin nécessairement des ingénieurs civils. C'est vraiment des ingénieurs intermédiaires qu'il nous faut. Et là, nous savons très bien que pendant longtemps, c'est des domaines qui étaient négligés. On avait donné la fois passée les statistiques sur les ingénieurs civils, il n'y en a pas assez dans ces pays. Et donc les ingénieurs au niveau de l'ISTA, ça c'est très très bien. Nous sommes d'ailleurs en partenariat avec les ministères de l'enseignement supérieur universitaire pour pouvoir connecter nos réalisations, tous nos projets à des formations au niveau des ingénieurs. Par exemple, nous allons avoir des ateliers, nous mettrons en place 2 ou 3 ateliers qui pourront servir un peu comme des greniers en termes de ressources techniques, des compétences techniques. Donc ça va servir comme un pool de compétences. Et ces ateliers pourront permettre à tous les ingénieurs qui sont en formation à l'ISTA sur les questions de l'électricité de venir passer un peu leur temps avec ANSER, les différents projets. Parce qu'ANSER va travailler avec le secteur privé. On a une petite équipe, mais superviser, suivre ces projets-là, ces différents projets, mener les études là-dessus, faire leurs travaux de recherche sur l'ensemble de tous ces projets, nous proposer des technologies pour amélioration, pour la production d'électricité à travers les chutes de faibles hauteurs, ainsi de suite. Tout ça, c'est un éventail de possibilités qui existent. Et donc, avec les ministères de l'enseignement supérieur universitaire, nous avons réfléchi à un partenariat pour pouvoir donner un cadre de recherche, d'expérimentation aux jeunes qui viennent des ISTA surtout et des autres organes qui forment sur le plan technique. Alors, monsieur le directeur, je suis en train de chuter déjà parce que vous avez beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vous ai pris à pied levé. Les courants qui sera produit dans les villages, en termes de kilowatts, même dans les territoires, ça va être géré par qui? C'est par la SNEL, parce que je sais que la SNEL a une direction d'électrification rurale. Comment ça va se passer? La gestion, la commercialisation, ça va se passer comment? Très bonne question. L'électricité, c'est un marché. La libéralisation ouvre les secteurs de l'électricité au financement privé, public-privé, et veut en faire un vrai business. Et donc, c'est la partie la plus importante. Il ne faut pas seulement construire les mini-microcentrales solaires ou hydroélectriques, mais faut-il encore savoir comment ça va être géré. Ça, c'est vraiment très, très important et ça nous préoccupe. Donc, il faut trouver les modèles économiques, ce que nous appelons les business models, à mettre en place. Donc, normalement, il y aura des concessions ou des licences d'exploitation qui vont être accordées à des opérateurs pour pouvoir gérer ça. Si c'est l'État qui construit ça entièrement, donc ça va être un peu comme des agences qui vont travailler pour nous, des entreprises qui vont travailler pour nous, à qui nous allons sous-traiter la gestion au quotidien. Et ces entreprises, nous allons les sélectionner par appel d'offres en disant voici, nous allons construire une microcentrale par ici, ou nous allons même faire les soutirages. Nous sommes en partenariat avec la SNEL pour pouvoir alimenter certains villages qui sont traversés par des lignes haute tension. Donc on peut faire soutirer des moyennes tensions et puis aller jusqu'au niveau des basses tensions pour alimenter certains ménages. Donc tout ça, il faut des opérateurs pour pouvoir assurer le quotidien, l'exploitation et rendre compte bien sûr à ANSER, et c'est ANSER qui les payerait. Et c'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir des moyens nécessaires à pouvoir étendre l'électrification. Mais cela ne va pas vous mettre en concurrence avec la SNEL qui a déjà une direction qui s'occupe de l'électrification rurale? Nous sommes en train de discuter justement avec cette direction-là. La SNEL est une entreprise. C'est que nous ne sommes pas, nous sommes un établissement public. Donc la SNEL est en train aussi d'améliorer sa direction de l'électrification rurale pour pouvoir saisir les opportunités qu'ANSER offre. Parce qu'ANSER met en place des opportunités, des marchés, des soutiens à toutes les entreprises, y compris à la SNEL. Donc c'est tout à l'avantage de la SNEL d'affiner des capacités sa direction de l'électrification rurale pour pouvoir saisir ces différentes opportunités. Et comme la SNEL avait déjà un background assez important dans ces milieux-là, pourra être peut-être mieux positionné pour pouvoir récupérer un certain nombre de marchés. Mais tout cela se passera bien entendu par appel d'offres. Et nous voulons vraiment que c'est cette approche-là. Lorsqu'on confie ça à un privé qui va faire un modèle d'affaires pour regarder quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cet ouvrage, on va voir
et de façon à assurer son entretien, à payer son petit personnel et à verser des redevances dans les comptes publics, en serre et dans les comptes de l'État. Et ces redevances, ces montants nous permettra d'aller réinvestir ailleurs de façon à créer des pools d'excellence, ça et là, jusqu'à justement arriver à couvrir l'ensemble du pays. C'est les modèles qui s'appliquent dans tous les pays où il y a eu explosion de l'électrification, c'est le modèle économique qui a été utilisé. Quels sont les premiers territoires qui vont bénéficier de vos services? Question difficile, question piège aussi. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais j'ai dit qu'on a élaboré un plan d'électrification qui montre que le pays va être électrifié totalement, progressivement bien entendu, 2025, 2030 et peut-être 2035-40, avoir l'électrification universelle au niveau de la RDC. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers territoires dépendront de toutes ces conditions logistiques. Je l'ai dit, souvenez-vous que je viens de vous dire, l'éléphant, il faut commencer par les parties les plus tendres. Ouais. Donc on va y aller progressivement. Mais les recommandations du chef de l'État, c'est d'équilibrer au niveau du pays. On ne peut pas concentrer tout l'investissement dans un seul territoire, une seule province, un seul village. Donc il faut vraiment qu'on fasse la géopolitique, qu'on veille sur l'équilibre au niveau du pays. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que là, c'est l'Équateur où justement il y a un gap très important. Le Kasaï, l'oriental, comparativement à ce qui se passe à l'Est ou au Sud ou à Kinshasa. Cela ne va pas dire qu'on va abandonner l'Est. Au contraire, la dynamique qui est à l'Est est très intéressante. Nous allons aussi soutenir cette dynamique-là, tout comme la dynamique qui est au Sud, mais aussi comprendre qu'il faut mettre en place, lancer des chantiers dans les autres zones où il n'y a rien jusqu'à présent. Donc on va essayer de faire cette gymnastique-là. Et le premier chantier sera lancé quand? En tout cas, le plus rapidement possible, le plus rapidement possible, prochain. Parce que ça, je ne peux pas vous dire, les gouvernements sont plus haut niveau. On nous consulte, nous fournissons, nous sommes un organe technique du gouvernement, donc nous sommes consultés en permanence. Je viens d'une réunion, je vais continuer tous les week-ends, on était en séance de travail. En ce moment, mes équipes sont en train de travailler également sur instruction du ministre ou du Premier ministre à fournir les datas nécessaires. Et donc nous attendons bien sûr les go au niveau des politiques, mais nous travaillons d'arrache-pied et je pense que ça ne va pas tarder. Alors, 5 millions de dollars déposés dans les fonds Mouina par les chefs de l'État, 60 millions déposés par le gouvernement pour les budgets 2022, 120 millions mobilisés lors de la table ronde. Donc si je fais un calcul rapide, on est à plus ou moins environ 200 millions. Ouais. Alors comment faire pour accéder à ces fonds? Quels sont les critères pour ceux qui veulent tirer profit de ces fonds? Oui, mais chaque fonds, comme on l'a dit tout à l'heure, les fonds Mouina, ça va aider pour les subsides. Donc les entreprises qui vont mettre en place des solutions, qui vont répondre à nos appels d'offres ou qui vont mettre en place des solutions dans les zones que nous cernons, que nous ciblons en priorité. Nous savons très bien que les ménages sont pauvres dans ces zones, donc il y aura des subventions au titre des fonds Mouina qui vont profiter aux entreprises, mais les usagers, les bénéficiaires finaux seront les ménages, bien entendu. Donc ça, c'est toutes les entreprises qui sont dynamiques et qui sont sur le terrain, qui ont pris les risques d'être sur le terrain. Nous allons les accompagner avec ces fonds. C'est un fonds d'incitation, justement. Dans ces fonds, il y a, je l'ai dit, environ 20 millions. Et ça, c'est la partie surtout de l'Union européenne, un peu aussi de la Banque mondiale, qui va financer la garantie, permettre aux entreprises, en disant comme c'est un nouveau marché, auront besoin de capitaux plus importants à investir. Et donc, nos partenaires vont mettre en place un levier de garantie pour pouvoir leur permettre d'accéder à des financements plus importants et se déployer leurs solutions. Donc, ça pourra également les couvrir. Et puis, il y a du côté public, investissement public, les 70 millions, c'est surtout pour mettre l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, les privés scrutent un peu, regardent encore, hésitent. Et l'État congolais a pris ses responsabilités pour les milieux ruraux et périurbains. Suivant l'article 48 de la Constitution, l'État doit assurer l'accès pour tous à l'électricité et au logement décent, et ainsi de suite. Donc ça, l'État dit, voilà, moi j'injecte l'offre dans toutes ces zones-là. ANSER travaille pour montrer les zones propices où c'est faisable, surtout pour cette année 2022. Et donc, l'État va financer directement la réalisation de ces mini-microcentrales. Après, nous allons signer des contrats avec les opérateurs privés pour la gestion, pour nous assurer qu'il y a un modèle économique intéressant pour assurer la gestion. Et donc, ça, c'est quand même une première pour le gouvernement congolais. 70 millions de manière décentralisée dans environ 64 projets, ça, c'est, je vous jure que c'est une grande révolution. C'est vraiment ces nouveaux narratifs qu'on est en train d'écrire. Et ça va vraiment changer les choses. Donc voici, et quand l'État congolais fait ça,
ça réveille les partenaires en disant il faut qu'on aille aussi, parce que ce sont des éléments d'atténuation du risque justement. Monsieur le directeur, je vois que le temps vous fait défaut. Je voudrais tout simplement vous remercier pour cette disponibilité et surtout pour cette occasion que vous nous avez apportée à pouvoir répondre à nos questions. Ce sont les questions des téléspectateurs. Je ne sais pas si vous avez un mot particulier adressé à tous les Congolais qui vous suivent. Oui, merci beaucoup. Nous sommes contents, effectivement. Donc, encore une fois, merci. Je suis content d'être votre premier intervenant pour cette année. Donc, nous souhaitons vraiment, comme je le disais la dernière fois, que ce genre d'émission se passe sur le terrain. Nous espérons que vous allez nous accompagner dans cette grande aventure. Avec plaisir, bien sûr. Dans cette grande aventure qui est les Congo profonds. Nous sommes contents d'avoir aussi suscité de l'enthousiasme auprès des autorités provinciales. Anser a aujourd'hui 3 bureaux opérationnels au Kasaï central qui couvre tous les Kasaï, à l'Équateur, en Bandaka qui couvre tout l'Équateur et à Kisangani qui couvre toute la grande province orientale. Et nous sommes très proches de ces différentes autorités provinciales, mais aussi les autorités des entités territoriales décentralisées qui nous font confiance, avec lesquelles nous dialoguons. Nous comprenons très bien leurs problèmes, leurs défis, et il y a des soutiens. Les populations sont mobilisées à ce niveau-là. Et je pense que tous ces éléments constituent des forces pour pouvoir aller de l'avant, parce que tout le monde a besoin que les choses changent et tout le monde est impliqué. Je pense que ça va aller. Les défis sont énormes. Honnêtement, on est conscient que le travail qui nous attend est immense et ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous serions les priorités. C'est pour ça que nous travaillons vraiment de manière à être plus réaliste possible. Malgré qu'il y a toutes ces ambitions, on ne peut pas couvrir tous les territoires à la fois, mais nous y allons progressivement et les plans rassurent. Et je voudrais vraiment rassurer tout le monde qu'avec les plans d'électrification, on couvrira toute la RDC, mais nous allons y aller progressivement, mais de manière intense. Quand je dis progressivement, ce n'est pas 2 territoires, 3 territoires. La première année, on peut couvrir même jusqu'à 60 territoires. Nous sommes décidés à le faire. Et après, nous allons aller dans les Congo profonds par la suite, parce qu'il y a des territoires ruraux accessibles, mais il y a des territoires ruraux également non accessibles aujourd'hui. Donc pendant ces temps, les autres territoires pourront bénéficier des infrastructures de transport, d'ouvrir les pistes pour pouvoir permettre l'accéder à ces territoires. À ce moment-là, nous pouvons entraîner les secteurs privés dans ces zones-là. Donc voici notre approche. C'est une approche en fait intégrée. On ne travaille pas seul, on travaille avec d'autres ministères, avec les infrastructures, avec d'autres programmes, d'autres projets pour créer de la cohérence. Et ça, je pense que c'est la meilleure des choses dans les programmes 145 territoires au niveau du gouvernement. Nous avons vraiment hâte de voir démarrer ces programmes et visiter les travaux que vous allez faire sur les terrains. C'est vraiment notre plus grand souhait. Merci beaucoup et nous pensons pouvoir y arriver avec bien sûr les concours de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup M. Desbalde Chinamoula, vous êtes directeur général de l'ANSER. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Et nous vous disons merci, vous aussi, fidèles téléspectateurs qui avez suivi cette émission. Je pense que, comme l'a dit les DG, nous irons sur le terrain pour voir ce qui s'est fait réellement et être témoins du démarrage des travaux d'électrification des 145 territoires. Parce qu'il faut les développements à la base et nous serons là pour accompagner ces développements et vous faire justement un compte rendu de tout ce qui se fera sur le terrain. Quant à moi, je vous dis déjà merci pour ces instants et je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.